toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Hervé Boisise, président de l'ASFAR, médecin anesthésiste réanimateur au CHRU de Nancy. Le dossier médical partagé est un carnet de santé numérique qui conserve et sécurise les données médicales du patient. Ces données peuvent être portées à la connaissance de tout professionnel de santé en charge du patient, que ce soit des infirmières ou des médecins. Jusqu'à maintenant, le DMP, il faut le dire, est un échec et est expliqué en partie par le manque de structuration du contenu avec un agrégat de documents PDF qui ne sont pas modifiables et qui sont là pour chaque spécialité. Le dossier médical partagé ne deviendra efficace que s'il est convivial, intuitif, interopérable et s'il contient toutes les informations utiles pour la prise en charge des patients. Je suis heureux de vous annoncer que l'anesthésie-réanimation est la première spécialité clinique à présenter le fruit d'un travail visant à atteindre les objectifs cités plus haut et en particulier définir les informations médicales structurées et essentielles qu'on doit pouvoir trouver dans le DMP pour ce qui concerne notre spécialité. Cette avancée est majeure et on espère bien être rejoint dans un futur proche par d'autres spécialités. Ce sera abordé au cours des différents exposés. L'implémentation du DMP se fait automatiquement à partir de dossiers informatisés, ce qui nécessite que les logiciels informatiques puissent devenir compatibles avec ce DMP. Par ailleurs, il est indispensable que les services d'anesthésie-réanimation soient en partie ou en totalité informatisés. Nous sommes confiants et croyons en l'utilité de ce DMP pour une prise en charge sécuritaire des patients. Je me souviens des cartes format carte de visite remises aux patients pour relater des difficultés d'intubation ou une réaction allergique avec l'espoir que cette information, pourtant essentielle, puisse être transmise le moment venu au bon interlocuteur. Le DMP permettra sur tout le territoire de connaître cette information. Alors, ce webinaire aujourd'hui a pour objectif de décrire les informations essentielles du dossier d'anesthésie, qu'il s'agisse du pré, du per et peut-être du post-opératoire, qui sont nécessaires à la production d'un document interopérable faisant le consensus des acteurs de l'anesthésie-réanimation. De la genèse du projet par les experts métiers en passant par les normes et standards internationaux. Un dossier pivot pour une spécialité médicale transverse. Pour débattre du volet interopérable d'anesthésie-réanimation MP, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, même s'ils sont à distance, les docteurs Nemanja Milenković de l'Agence du numérique en santé, médecin responsable du développement territorial, expert en interopérabilité sémantique. Jean-Louis Bourguin, anesthésiste réanimateur à l'IGR Villejuif, et Thierry Morvan, anesthésiste réanimateur à la Polyclinique Côte Basque de Saint-Jean-de-Luz, expert hôpital numérique à la NAP. Je crois que j'ai assez parlé et qu'il est temps que je laisse la parole à M. Milenković. J'allais oublier, vous pouvez poser toutes vos questions, chers internautes, en chattant. On les relaiera aux orateurs. Je vous remercie. Merci encore une fois, professeur. Et encore, c'est un immense honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui, tous participants, et aussi une immense fierté de vous présenter les travaux qui ont mis quand même 2 ans et demi de gestation pour aboutir à quelque chose qui est très intéressant pour une spécialité, comme l'évoquait le professeur, très transverse à la pratique médicale. Et donc, je vais commencer peut-être par une petite présentation donc des 3 missions de l'agence qui sont sûrement connues de certains d'entre vous. Mais avant de commencer tout ça, j'aimerais quand même remercier Yvon qui est parmi nous aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça a été un travail qui a été fait à plusieurs mains, mais surtout qui a été initié grâce à la collaboration avec Yvon, Jean-Louis et Thierry. Et remercier aussi Yannick qui doit être parmi nous quelque part, qui nous a permis de formaliser ce support et d'organiser ce webinaire. Et donc pour réenchaîner donc sur l'Agence du numérique en santé, on existe depuis un certain temps, hein, pour être franc, ça fait plus de 10 ans qu'on existe. On avait un autre nom avant, qui était l'Agence des systèmes d'information partagés de santé, donc l'ASIP Santé. On a été renommé il y a un peu plus d'1 an comme Agence du numérique en santé. Et donc on est toujours sous tutelle donc du ministère, plus précisément de la DNS, donc de la délégation du numérique en santé, qui est pilotée par Dominique Pont et Laura Letourneau. Par contre, nos missions ne changent pas. Elles sont toujours pérennes et donc elles s'organisent en 3 grands axes.
Un de ces axes est le développement et la régulation du numérique en santé. Ça passe par quoi? Par des choses un peu techniques. Alors, je vais éviter de vous parler technique, mais il va quand même falloir que je vous parle un peu technique. Ensuite, pour la deuxième mission, c'est surtout de permettre aux professionnels, aux usagers, de pouvoir bénéficier de l'innovation et des mutations dans le numérique en santé. Et la troisième, ça sera d'assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national. Et ça, encore une fois, je vous évoquerai par exemple l'espace numérique en santé, qui vous avez sûrement dû entendre parler, et pas mal d'autres choses. Et donc, je vous propose de passer à la slide suivante pour vous présenter un petit peu le sommaire de ce webinaire qui s'organisera en 3 temps. Dans ces 3 temps, comme je vous le disais, une petite partie de rappel technique sur le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, avec quelques insights sur justement la feuille de route du numérique et ce qui est adossé. Et ensuite, je laisserai Jean-Louis et Thierry vous expliquer le compte-rendu d'anesthésie et tous les travaux qui ont été faits de notre côté. Et ensuite, on terminera par une troisième partie qui sont les bilans et les perspectives à venir concernant ce volet. Donc, pour éviter de vous endormir tout de suite, je vais vous parler très rapidement donc d'interopérabilité. Alors, je ne sais pas si c'est connu de tout le monde, je présume que si. Il doit y avoir sûrement des gens qui connaissent ça très bien dans l'audience. L'idée de l'interopérabilité est un vœu pieux. C'est de pouvoir faire communiquer, ou du moins des interfaces différentes sur un même langage. Ça passe par différentes choses, par la mise en place de normes, de standards, de terminologies de santé. Et donc, ça se résume par une chose assez basique qui est la standardisation des interfaces. Qu'est-ce qu'on entend par une standardisation des interfaces? C'est de pouvoir faire communiquer toutes vos solutions que vous utilisez au quotidien de la même manière. Et tout ça est régi par quelque chose qu'on appelle donc le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information. Alors, comment ça fonctionne? Pourquoi ça existe et d'où ça vient? Typiquement, on a défini à peu près plus d'une dizaine d'années, on a eu un rêve qui était donc le DMP. Et pour construire ce DMP, on a dû se baser sur quelques standards et quelques normes et plusieurs standards internationaux, mais aussi des profils internationaux dédiés au domaine de la santé. Et tous ces profils ont été donc étudiés, concaténés dans ce cadre d'interopérabilité afin de permettre, tout du moins, cette communication que j'évoquais plus haut entre les différents systèmes. Alors, ça se passe comment? Ça a été élaboré donc par l'ASIP anciennement et c'est maintenu encore aujourd'hui par l'ANS et encore amélioré donc par l'ANS. Et c'est pour permettre, ça a pour but, le but principal est de permettre donc le développement des systèmes, de pérenniser ces développements et justement de pouvoir standardiser tous les échanges donc aujourd'hui sanitaires et médico-sociaux. Ça passe par quoi? Alors, je vais vous expliquer aussi très rapidement en quoi ça consiste et puis vous pourrez toujours poser vos questions. Alors, ça passe par 3 choses différentes. On parle souvent de transport, de services et aujourd'hui, on va parler de contenu métier. Et donc, ces contenus métiers sont basés, comme j'évoquais tout à l'heure, sur la partie gauche du slide. Vous retrouverez donc des standards comme le CDA, comme le DICOM qui est dédié à l'image, mais aussi des terminologies. Ici, on cite la LOINC, mais il y en a encore pléthore d'autres, comme les classifications internationales des maladies et j'en passe, sur des standards généralistes comme SOAP, HTTP. Et tout ça, on a la chance, alors peut-être, je pense que Charles Parizeau peut-être est parmi nous aujourd'hui, et on lui doit quand même la création d'IHE, donc IHE international, qui pour permettre justement l'utilisation de ces normes a créé de nombreux profils qui sont utilisés pour différents cadres de pratique, que ça soit de la biologie, que ça soit de la radiologie, mais aussi de la coordination des patients. Et je m'attarderai pas plus dessus, mais l'idée, c'est de vous dire tout simplement que ce qu'on a réalisé aujourd'hui sur l'anesthésie-réanimation, on a vocation à être les premiers à avoir posé les principes donc de structuration des informations d'anesthésie-réa, puisque nos confrères donc de ces fameux normes et standards au niveau international qui sont pilotés par HL7 avaient défini des axes, on va dire, philosophiques pour le développement de ce type de documents qui n'ont pas abouti. Et donc, on a eu beaucoup d'échanges avec ces gens-là. Et aujourd'hui, on est les premiers à le faire. IHE avait posé quelques principes sur l'anesthésie
qu'on a nous-mêmes repris et qu'on a amélioré de notre côté pour pouvoir produire ces deux documents. Donc aujourd'hui, oui, un petit côté cocorico dans tout ça, c'est qu'on est quand même, on a quand même consacré 2 ans et demi à créer quelque chose qui est assez novateur dans ce milieu de l'informatique médicale et qui a permis d'aboutir à des documents qui sont aujourd'hui spécifiés sur ces normes et donc utilisables et interopérables et échangeables et contenant toutes les informations nécessaires et synthétiques pour ces échanges. Alors aujourd'hui, cette slide, je vais peut-être pas vous l'expliquer en détail puisqu'il existe un autre webinaire sur notre site de l'ANS qui détaille tout ça en détail. Je vous laisserai vous rapprocher de ce webinaire pour être un peu plus au fait de tous ces éléments d'interopérabilité. Mais je pourrais toujours répondre à certaines de vos questions si ça vous intéresse dans le chat ou même à l'oral pendant les moments d'échange. Et donc, vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais clairement, moi, dans ma pratique aujourd'hui, j'ai des soucis, j'arrive pas à utiliser mon DMP, j'ai pas l'occasion de retrouver ce type de document comme l'évoquait le professeur Boisiz en introduction. Alors, c'est vrai, il y a eu des difficultés par le passé. Aujourd'hui, on a la chance de bénéficier d'une feuille de route qui a été mise en marche depuis 2019, donc par notre tutelle, la délégation du numérique en santé. Et cette feuille de route vise à favoriser les usages des différentes infrastructures et des services nationaux. Qu'est-ce que j'entends par infrastructure? Bien sûr le DMP, mais aussi demain et bientôt, très bientôt, donc l'espace numérique de santé. Et toutes ces choses ont été balisées. Il y a un effort national, un territorial et d'usagers qui est mis en œuvre pour que tout ça se fasse très rapidement et qu'on puisse bénéficier tous de l'ensemble de ces services et de l'ensemble de ces infrastructures. Alors pour accélérer l'ensemble de ce virage numérique, on a eu la chance, et ça pas des moindres, d'avoir un financement dédié via le Ségur de la santé, qui est assez conséquent puisqu'il représente plus de 2 milliards d'euros et qui a pour vocation justement d'accélérer l'usage de ces différentes infrastructures et de ces différents services. Donc oui, on a créé un document, on a créé 2 documents pour être plus précis, dédiés à la pratique de l'anesthésie-réanimation. Ces 2 documents sont conformes à tout ce que j'ai pu évoquer précédemment, donc aussi bien au cadre d'interopérabilité, ont vocation à être partageables et échangeables via les services et infrastructures nationales. Donc, et pour appuyer tout ça, je me suis permis quand même de vous faire cette petite slide pour vous expliquer, peut-être qu'aujourd'hui vous avez des soucis, mais il y a une feuille de route qui balise l'ensemble de ces infra et de ces services et qui a vocation à améliorer leur usage dans le temps. Voilà. Et pour pas perdre trop de temps et laisser surtout du temps de discussion à Thierry et à Jean-Louis, je vais passer à la session questions de cette partie cadre d'interopérabilité. Et donc, si vous voulez prendre la parole, que ça soit aussi bien par chat ou à l'oral, je vous laisse la main. On peut commencer. C'est quoi exactement les technologies utilisées là? Alors, merci professeur d'initier la session questions-réponses. Ce qui est utilisé aujourd'hui sur le format sur lequel on est parti pour réaliser donc ces deux documents et du CDA, donc le Clinical Document Architecture, et plus précisément de niveau 3. Donc on est parti sur une structuration complète des informations à l'intérieur de ces documents. Qu'est-ce que j'entends par structuration complète? On s'est adossé principalement sur des données qui sont structurées via des terminologies internationales comme la classification internationale des maladies dans sa version 10. Je laisserai à Jean-Louis aussi la possibilité de vous expliquer, puisqu'on a eu aussi un travail de longue haleine sur la version 11 de cette classification internationale des maladies. Donc c'est du CDA de niveau 3 qui est entièrement compatible donc avec le DMP. Je vois aussi une autre question qui est posée dans le chat concernant les profils FHIR. Alors aujourd'hui, des ressources FHIR dédiées spécifiquement ou qui auraient vocation à être modulées dans le cadre de l'anesthésie-réanimation sont pas encore stables. Mais je laisserai encore une fois à Jean-Louis la main puisqu'on a vocation à évoquer ce sujet FHIR dans la 3e partie dans les bilans et perspectives. Donc c'est bien quelque chose qui est dans notre scope.
Ensuite, on a une autre question. Ouais. Non, vas-y. Ouais. Alors, les éditeurs de logiciels d'anesthésie réa ont-ils été intégrés à l'élaboration et à la validation de la feuille de route? Oui. Alors, concernant la feuille de route, alors pas uniquement dans la feuille de route, on a eu aussi l'occasion avec Yvon, ça remonte quelques années en arrière, au moment du démarrage de ce beau projet, on a eu une grande concertation avec les principaux éditeurs de logiciels d'anesthésie et réanimation. On avait présenté donc les futurs travaux qui allaient être entamés, on les a concertés et vous serez amené, éditeur de logiciels d'anesthésie et réanimation, à être encore sollicité une deuxième fois lorsque ce volet, qui va bientôt être mis en concertation publique sur le site de l'ANS, à avoir vocation à le challenger pour pouvoir l'améliorer avant sa publication en version finale. Et donc l'idée in fine de tous ces travaux, c'est quand même aux éditeurs de se saisir de ce sujet, de l'implémenter pour pouvoir fournir les solutions qui l'implémenteront aux praticiens anesthésistes réanimateurs. Et pour vous aider dans cette démarche, l'ANS accompagne tout du moins ou répond aux questions qui pourraient émaner donc au niveau de ces spécifications. Et on aura sûrement vocation à faire des sessions de test qu'on appelle communément des projectatons pour tester ce volet dans le cadre de l'échange et du partage. Alors pour la feuille de route, oui, l'ensemble des industriels normalement a été sourcé par la DNS. Thierry, je vois que tu veux compléter quelque chose. Oui, non, ce que je veux dire par là, c'est que tu le sais comme moi, il y a eu énormément de GT sur ce projet. À certains GT, les éditeurs ont été conviés. À l'époque, il y avait 13 éditeurs. Je ne sais pas si on est toujours sur ce nombre-là. Ils ont tous été conviés. Tous sont venus sauf un. Excusez-moi, je vous dirai pas qui. Et de surcroît, avec Jean-Louis, lors d'un HIT il y a 2 ans de ça, on avait pris notre bâton de pèlerin, on avait fait le tour de tous les éditeurs qui étaient présents au HIT. Et de surcroît, les éditeurs ont été conviés à plusieurs reprises. Donc, pour ce que je me souvienne, c'est à 3 GT où ils ont été conviés et ça remonte à quelques années. Voilà. D'accord. On a aussi une question du CHU de Lille en nous demandant si notre travail concerne uniquement le DMP ou aussi les plateformes régionales et bientôt nationales d'échange. Le contenu des données ne peut être pas identique si le document est destiné aux patients ou à des professionnels. Alors, notre document a vocation plutôt à faciliter typiquement le travail du professionnel. Ça, c'est Jean-Louis et Thierry qui vous expliqueront ça dans la deuxième partie. Oui, le document a vocation surtout à être utilisé dans le cadre du DMP, qui est pour nous l'infrastructure nationale de partage et qui a vocation justement à pouvoir faciliter l'échange d'informations entre les professionnels de santé. Ok. Il y a encore quelques questions sur ce thème-là. Peut-être pas. Ah, bonjour. Suivi des réunions présentielles dans la province de l'éducation, j'ai marché le retour. On peut dire en réunion en format avec écoutez, aucun souci, bien sûr, Alexandre Petit. On reviendra vers vous. CDA spécifique anesthésie. Oui, c'est bien CDA spécifique anesthésie. Si oui, intégration dans le programme Convergence. Alors peut-être oui, il va falloir en discuter sûrement à ce niveau-là sur le programme Convergence. Alors, on n'a pas vocation à refuser le marquage CE de notre côté. On ne contraint personne, on incite, donc c'est plutôt notre vocation. Par contre, avec demain l'opposabilité des différents référentiels de l'ANS, s'il s'agit effectivement d'utiliser le format CDA sera probablement mis en avant pour tout ce qui concerne la structuration des données et les documents qui seront partagés au sein du DMP. Voilà. Merci Yvon pour la précision.
Ok. Je ne sais pas si on est toujours bon, si on peut peut-être passer à la partie suivante. Pardon, sur cette question-là, en fait, on fait un document CDA, donc dans le cadre d'Interop. Donc, effectivement, le premier usage, effectivement, dont on pense, c'est le DMP. N'empêche que s'il y a des plateformes particulières, régionales, qui veulent l'utiliser aussi par ailleurs pour leurs besoins, pour le besoin du suivi d'un patient ou d'un protocole de soins particulier, dès lors que la plateforme régionale s'inscrit dans le cadre national que tu as présenté tout à l'heure, d'utilisation du CDA niveau 3, c'est un document numérisé qui répond à des contraintes numériques. Et donc, toute plateforme qui répond à ces contraintes-là peut l'utiliser. Exactement. Merci Yvon. Alors pour répondre à une dernière question peut-être sur cette partie, on nous demande si une version européenne traduite en anglais à minima est peut-être prévue. Oui, ça pourra faire partie des futures perspectives de ce volet. Sachant qu'on s'est positionné sur des terminologies qui sont utilisées de façon très large au niveau international, il est tout à fait possible effectivement d'imaginer l'utilisation de ce type de documents dans des échanges transfrontaliers. Alors, pour information, la médecine générale a fait ce travail avec le volet de synthèse médicale qui explique toutes ces spécifications. Exactement, oui. Le VSM, oui. Très bien. Je vais peut-être laisser la main maintenant, puisque je vous invite quand même à aller sur le site de l'ANS pour le webinaire interopérabilité. C'est très bien fait et qui vous sûrement complétera les questions que vous pouvez vous poser sur cet aspect-là. Donc, pour entamer le deuxième partie, qui est le volet d'anesthésie du DMP, je vais laisser la main directement à Thierry sur cette partie-là. Et donc, je te laisse commencer. Ah, ton micro, Thierry. Hop là, voilà, c'est bon, c'est gagné. Bon. Donc, la consultation, du moins, ce projet porte sur la consultation pré-anesthésie et tous les éléments périopératoires. Alors, la situation est possiblement déficiente, et là on est dans l'humain. La CPA, elle a été standardisée il y a des années de ça par nos sociétés savantes d'une manière très pertinente. Elle est relativement aisée en consultation lors des chirurgies réglées, beaucoup plus sensible et beaucoup plus imparfaite au lit du patient, dans les chirurgies dans les urgences non différables, voire dans les différables, on peut être un peu plus à l'aise. Les éléments marquants périopératoires sont pas ou pas du tout partagés. Professeur Hervé Boisys disait tout à l'heure qu'il se rappelait des cartes de visite qui étaient données quand on avait une difficulté d'intubation. On continue à remettre des certificats quand il y a une allergie, quand il y a une difficulté d'intubation. Mais que fait le patient de sa gestion documentaire? Est-ce que vraiment le document va suivre? On ne sait pas. Alors, le périmètre est assez vaste. Il y a 13 millions d'actes d'anesthésie en France par an, donc autant de comptes rendus périopératoires et un peu moins de consultations pré-anesthésie par le fait que un certain nombre de prises en charge de ces actes, de ces 13 millions sont des anesthésies itératives. La consultation anesthésie demande un recueil exhaustif du profil physiopathologique. Alors, ça rejoint ce que disait la question qui était posée là tout à l'heure. On a un recueil exhaustif du profil physiopathologique et thérapeutique lors du colloque singulier avec le patient ou l'aidant, et afin d'avoir un algorithme décisionnel au plus parfait pour la prise en charge du patient. Alors, certains facteurs humains jouent un rôle, je vais dire, dans les risques en anesthésie, et ça a été mis en évidence par une étude de la SFAR en 2006. Voilà. Les constats et les risques avérés, on a les problèmes de communication, les oublis ou négligences de certaines informations sanitaires, thérapeutiques, voire de facteurs de risque que le patient ou l'aidant vont omettre. On a la difficulté quotidienne pour obtenir, lors du colloque singulier, la juste identification des pathologies, des antécédents, des types allergies, antécédents médicaux, surtout chez les patients chroniques. Chez les jeunes, c'est un peu mieux quand même. Il y a la méconnaissance des événements marquants ou l'oubli des événements marquants.
allergies, difficultés d'intubation. Dans ma propre carrière, un prof agrégé de philo qui avait été difficilement intubable dans un établissement avait complètement omis de dire aux collègues que son intubation précédente avait été et moi ça a été une horreur, ça a été 3/4 d'heure, les vidéos laryngoscopes n'existaient pas. Voilà. Pour ceux qui ont un historique de TPI, on peut constater aussi des écarts. Alors très souvent ces écarts, on va les constater dans l'auto-questionnaire lors du colloque singulier et on se retrouve avec beaucoup plus d'informations dans le DPI par notre historique que ce qui est déclaré par le patient. Et en définitive, il s'avère que le patient a complètement oublié. Après, nous avons aussi des difficultés aujourd'hui dans la structuration des dossiers avec une certaine infobésité et certains dossiers n'ont pas de synthèse. Il est assez difficile d'aller chercher, je vais dire, dans chaque compte rendu, d'extraire vraiment partager le grain de livret. Voilà. Donc, on est une organisation chronophage, une communication qui est très cloisonnée. Alors, certains établissements ont un système d'information unique, d'autres des systèmes d'information multiples. On est obligé d'aller rechercher dans les dossiers, revenir, ressaisir. C'est quand même, il y a certaines difficultés. Alors, le risque pour les patients, il est quand même majeur, je trouve. Et ce projet a trouvé son origine sur ce 3e paragraphe. Yvon s'en rappelle très bien et on en a parlé assez souvent. C'est la méconnaissance de faits essentiels, type d'événements péropératoires à l'origine de risques et de répétition de complications ultérieures. Voilà. D'où l'importance de transmettre ces informations systématiques. Alors nous sommes tous très contents, quand on ouvre nos systèmes d'information, de retrouver tout l'historique que l'on peut avoir sur les patients. Ceci étant, dans l'établissement voisin, c'est pas dit qu'ils aient tout l'historique que nous avons. La perte d'information entre les acteurs par le silotage des systèmes d'information. Certains systèmes d'information auront spécifiquement une information que le voisin n'aura pas. Alors là, on parle d'anesthésie. C'est notre cas à nous. Le risque d'erreur humaine est très difficile à contrôler. Voilà. Alors, le rationnel de ce projet conduit à proposer un modèle de données structuré, lisible et compréhensible sur les 2 volets, améliorant la visibilité des informations pour tous les professionnels habilités, positionnés sur le parcours du patient, sans unité de lieu, permettre aux anesthésies aidées des compléments demandés par les professionnels de santé et les patients d'assurer l'exhaustivité, actualiser et capitaliser, valider l'information tout au long du parcours du patient et non plus de l'épisode de soins. Et mettre en parallèle le dossier médical. Nous n'avons pas abordé les traitements, on les abordera ultérieurement. Voilà. Diapo suivante. Voilà. Alors, la démarche a été portée par le métier et appuyée par les expertises techniques et on va commencer à remercier. Alors, je remercie un très grand merci à Yvon de la CNAM qui fut le premier acteur et aussi à Julie Chaperon, je ne sais pas si elle est présente. Ça a été les tout premiers acteurs du début de ce projet. Merci à Ségolène parce que Ségolène nous a beaucoup accompagnés, on a beaucoup travaillé ensemble. Ségolène Arzalier qui était présente. Voilà. Ce projet a été porté avec une synergie, une dynamique vraiment sans faille de la part de la NAP, de l'ASFAR, du CEFAR. Fort de l'expérience de chaque acteur, du dit projet, de la mutualisation des bases, ça nous est apparu totalement naturel de pouvoir mutualiser nos bases. À l'heure actuelle, on est avec des systèmes d'information qui sont en parallèle et aucun ne communique. Alors, pour pouvoir avoir cette dynamique, il y a certains prérequis nécessaires. Il faut avoir un DPI et une feuille d'anesthésie informatisée. À l'heure actuelle, c'est ce que propose la grande majorité des éditeurs. Ceci encouragera aussi les services qui n'ont pas de système d'information à récupérer un système d'information de métier pour éventuellement pouvoir récupérer toutes les informations. Le choix des données retenues repose sur les référentiels de la société savante, de l'ASFAR, du CEFAR. Le caractère essentiel est centré sur la sécurité et sur le fait que ça soit compris par tous les professionnels habilités à interroger ce document. Voilà, la construction de la consultation pré-anesthésie et les analyses des épisodes
périopératoires bénéficient d'une construction pluriprofessionnelle. Au vu des carences que nous avons pu constater juste précédemment, il nous arrive très fréquemment de faire appel à des explorations complémentaires, cliniques ou paracliniques, et ceci vient se rajouter, j'allais dire, à cette feuille d'anesthésie. Voilà, le numérique se met au service de la pratique. Le soin est dispensé aujourd'hui par des femmes et des hommes. Le numérique n'est pas une fin en soi, c'est pas le numérique qui soigne aujourd'hui, hein. Mais il consolide une transmission compréhensible, consolidée, des datas en établissement et bientôt, et je l'espère très vite, sur le plan national. L'expertise métier a été appuyée par les compétences techniques de l'équipe médicale et technique de l'ANS, dont Nemenia, qui est ici présent. Ils ont œuvré pour une convergence d'interopérabilité qui nous permettra, je veux dire, de pouvoir échanger. Au-delà de la polychénique, nous sommes en capacité de produire au quotidien, hein, et ça va répondre aux besoins métiers. Voilà. Diapo suivante. À toi, Jean-Louis. Laissez la main à Jean-Louis sur… Donc là, on rentre maintenant dans le détail de ce qu'est le dossier d'anesthésie intégré au DMP. Le choix des informations qui y figurent repose sur un certain nombre d'items. Le premier, c'était que l'information doit utiliser un format numérique ou booléen. Et vous avez l'exemple tout à fait en haut de la diapositive de ce que ça peut représenter. C'est-à-dire, lors de la consultation, on va dire oui ou non, il y a un antécédent cardiovasculaire. Ensuite, on va dire oui ou non, il y a une HTA. Et à la fin, on peut mettre un commentaire ou on peut lier un document explicatif sous PDF, etc. De telle sorte qu'on peut avoir une vision globale sur les éléments essentiels. Cette vision, elle est bien sûr partagée par les cliniciens de différentes spécialités, mais aussi par le patient, pour lequel ceci peut représenter un pense-bête. Cette information, elle peut paraître rudimentaire, mais elle est globale. Les détails apparaissent dans les fonctions de commentaire. La sémantique qu'on a utilisée est bien sûr compatible avec la sémantique internationale, mais elle reprend les aspects essentiels compréhensibles pour tous. Cette correspondance avec les référentiels se fait sur la SIMDISC, et je vous rappelle, c'est un standard français, et la CIM 11 n'étant pas traduite, on n'a pas pu l'intégrer. Mais on est prêt à faire cette intégration dès que ceci sera le moment. Pour ce qui concerne le dossier péropératoire, les informations sont transmises par les feuilles d'anesthésie informatisées et ne concernent bien sûr que les services qui sont informatisés. Donc il y a deux volets dans ce dossier d'anesthésie. Il y a le volet consultation d'anesthésie, avec donc cette synthèse médicale qui sera complétée par les synthèses des autres spécialités qui viendront se brancher. De telle sorte que sur ce dossier général, on peut très bien imaginer un volet obstétrical, on peut très bien imaginer un volet cardiaque, vasculaire ou pneumo. Ceci permet ainsi un partage avec les acteurs autour de processus opératoires que sont les opérateurs, mais aussi toutes les infirmières, anesthésistes, infirmières de bloc, infirmières dans les différents services d'hospitalisation. Pour ce qui concerne le dossier péropératoire, il y a deux cas. Il y a le péropératoire lui-même et il y a le post-opératoire en SSPI qui arrive en continuité avec le péropératoire. Bien sûr qu'un effort va être fait au niveau des éditeurs pour que ces informations soient mutualisées. Lorsqu'on a fait le travail en particulier avec Ségolène et qu'on a regardé un petit peu si les éditeurs principaux avaient des compatibilités, la plupart des informations telles que nous on a pu en juger étaient déjà tout à fait compatibles et nécessitaient très peu d'ajustements. À l'issue de l'anesthésie, à la sortie de la salle de réveil, de la SSPI, le dossier anesthésique est transféré dans le dossier patient informatisé et c'est à partir du dossier patient informatisé que les informations seront transmises avec
vers le DMP. Dernier point, c'est que le chemin de l'information tient compte des différents parcours patients. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement envisager de faire de l'ambulatoire, on peut très bien envisager de chaîner un parcours en réanimation aux urgences ou d'introduire une téléconsultation préopératoire. Diapositive suivante. Qu'est-ce qu'il y a de façon plus détaillée dans le dossier médical synthétique? Eh bien, il y a ces 4 grandes parties. La première partie, tu décris les allergies et les intolérances. La deuxième partie, et ça c'est un point important, c'est décrit les habitudes de vie et le mode de vie. Ça décrit aussi les dépendances. Et ça c'est un point essentiel parce que souvent on omet les conditions médico-sociales et on méconnaît les handicaps, on méconnaît les notions de dépendance. Et des scores aussi simples que le score de fragilité, que le score de GIRF peuvent être introduits et peuvent orienter le parcours patient quand on prend en compte, par exemple, quelqu'un de dépendant dans un parcours ambulatoire. Les données de spécialité, bien, on les a vues tout à l'heure, elles sont au départ booléennes et après elles sont détaillées et elles vont avoir vocation à être détaillées par les spécialités dès qu'elles rentreront elles-mêmes dans le processus, et ceci est dans nos objectifs ultérieurs. Dernier point qui me paraît aussi essentiel, il y a un certain nombre d'examens qui vont apparaître immédiatement. Ces examens biologiques sont des éléments essentiels à prendre en compte. Ce peut être par exemple la créatinine, ce peut être par exemple l'hémoglobine. On envisage difficilement dans un acte médical, un acte chirurgical ou radiologique, sans ces notions essentielles que sont la créatinine et l'hémoglobine. Ce sont des notions qu'on n'aura pas besoin de chercher, mais qui apparaîtront de façon claire dans ce contexte. Ces informations, donc, elles doivent être compréhensibles, et ça j'insiste là-dessus, elles sont compréhensibles pour les cliniciens, quelles que soient les spécialités, pour les infirmières, pour les aides-soignantes, et aussi pour le patient qui devient réellement, à travers ce dossier, un acteur de son parcours de soins et de ses soins. La notion de commentaire et de fichier lié, ça permet de rentrer du détail. Mais ce détail ne va pas noyer l'information comme c'est un petit peu ce qui se passe actuellement dans le DMP. Et la priorisation des informations, parce qu'elles apparaissent comme positives, pourra être prise par les éditeurs pour rendre encore plus convivial cet accès aux informations. Thierry, c'est à toi de parler sur le dossier médicamenteux maintenant. Ton micro, Thierry. Thierry, ton micro. Oui, c'est bon, ça y est, je l'ai. Excusez-moi. Voilà, alors on avait volontairement sur cette diapositive estompé un peu le dossier médicamenteux. Pourquoi on l'a estompé? Pour la simple et unique raison que c'est un projet à petits pas et que le médicament est à venir et qu'aujourd'hui il est difficile de proposer sans une coordination avec les sociétés savantes et compétentes au niveau du médicament un dossier médicamenteux consolidé. Alors, les mêmes causes évoquées sur les slides précédentes, sur les difficultés que l'on pouvait rencontrer pour obtenir la complétude des données physiopathologiques du patient, on a exactement les mêmes problèmes au niveau des médicaments. Les constats sont quand même plus évidents à mettre en avant dès lors qu'on utilise des systèmes d'information pairs, style, du moins qui existent sur le marché à l'heure actuelle, proposés par la CNAM ou le CNOP. On a des patients qui omettent de déclarer des traitements. Pour avoir fait une étude sur le médicament en 2015 ou en 2015, des patients omettent de vous déclarer un anticoagulant, un antimétabolique type insuline, c'est quand même pas mal, voilà. Les erreurs de dosage, voire de posologie, la non-connaissance des médicaments, ça c'est la petite note burlesque. Le monsieur qui vous dit « Ah ben c'est ma femme qui me donne tous les médicaments ». Alors je dis « Elle n'a pas confiance. Vous lui laisserez pas votre voiture, mais vous lui laissez vous donner les médicaments ». Bon, ça c'est juste la petite note burlesque. Alors il manque un étage, j'allais dire, à la fusée d'anesthésie. Cet étage ne pourra être construit, à mon sens,
que sur l'expression des besoins des anesthésistes, mais aussi avec la compétence des sociétés savantes. Alors, on peut faire cas de la SFPC. Voilà, notre démarche doit s'inscrire, je veux dire, d'une manière claire et nette. Au niveau du médicament, il y a certains médicaments, on sait pertinemment qu'ils doivent être maintenus jusqu'à la dernière heure. D'autres devront être suspendus, relayés, modifiés avant l'intervention. D'autres vont contre-indiquer certaines chirurgies, certains gestes d'anesthésie. La non prise en compte de tous ces éléments-là pose des problèmes. Alors, il y a quelques EPR, événements porteurs de risques, qui font l'objet de ce type de déclaration à l'HAS, et dans le style les absences de déclaration d'anticoagulants non retrouvées et non croisées avec d'autres éléments posent un problème. Alors, les attentes et les objectifs de la SFAR s'inscrivent, à mon sens, je m'avance un peu, dans un processus systémique de coopération interprofessionnelle avec l'expertise d'une société savante de pharmacie, pour une sécurisation à chaque interface. Parce que quand on reçoit un patient, il faut qu'on soit assuré d'avoir la complétude du traitement pris par le patient, qui, je me permettrai de l'opposer, n'est pas toujours la juste complétude du juste traitement. Voilà, la complétude du juste traitement, excusez-moi. Et à un moment donné, le patient va rentrer, il nous faut connaître donc son traitement, réajuster son traitement. Très souvent, on va le faire en interprofessionnel avec les médecins spécialistes et les pharmaciens. Mais de surcroît, à un moment donné, notre patient va sortir de l'établissement pour aller soit au domicile, soit via un autre hôpital. Et donc, il nous faut impérativement finaliser ce volet. Et pour être clair, à l'heure actuelle, j'allais dire, des démarches sont en cours dans ce sens-là. Voilà. Diapo suivante. Alors maintenant, voilà comment sera structuré ce dossier. Donc, comme vous avez pu le voir pour le préopératoire, on retient que les valeurs essentielles. Petit 1, les gestes pratiqués. On saura si c'est une anesthésie générale, une loco-régionale, une sédation. On en connaîtra la durée et on connaîtra les gestes pratiqués et le niveau de difficulté des gestes. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que ce soit les voies veineuses, que ce soit les loco-régionales ou l'intubation, on aura la notion d'échec et de facilité du geste. Et ça sera tracé globalement, non pas sur une fiche, comme le disait tout à l'heure Thierry, mais dans le dossier intégralement. Il y aura aussi un résumé des médicaments administrés, que ce soit les agents anesthésiques, mais aussi les antibiotiques, avec les doses cumulées. Il n'est pas prévu d'intégrer les valeurs monitorées, ni d'avoir une interface directe avec les pouces-seringues. Néanmoins, on aura la valeur des pouces-seringues, puisque la valeur globale des médicaments injectés par les pouces-seringues, puisque c'est quelque chose qui est accessible en général dans l'interfaçage des pouces-seringues à la feuille d'anesthésie. On aura bien sûr une traçabilité des transfusions, avec toujours le problème de savoir s'il faut attendre que la transfusion soit passée pour la valider. Donc là, il y a des petits points d'ajustement qu'il faudra faire pour être certain de ne pas omettre quelques kilos quelques unités de transfusion. Dernier point, c'est ce qu'on appelle l'effet marquant. L'effet marquant, en fait, c'est d'une part les événements indésirables graves, et comme pour les événements anesthésiques, lorsqu'on a comparé avec Ségolène Arzalier les différents événements indésirables de feuilles d'anesthésie largement diffusées en France, on s'est aperçu qu'on était très très comparable d'une feuille à l'autre. Là aussi, il sera relativement facile de pouvoir avoir tous la même liste des événements indésirables graves. Mais on va y ajouter une autre notion qui est la notion de situation à risque.
Et ça a deux intérêts. Si, par exemple, on a une intubation difficile, on sait que le fait d'avoir une intubation difficile, ça expose au risque de complications post-opératoires. On sait qu'on peut très bien décrire un risque d'inhalation lorsque l'induction ne s'est pas passée comme on veut. On peut aussi décrire des symptômes de type hypotension et y associer les traitements associés. C'est pas pour autant qu'on dira que cette hypotension est un choc anaphylactique si on n'en a pas la preuve. Et on en a d'ailleurs rarement la preuve en péropératoire. Mais ces situations à risque d'hypotension, de désaturation, de burst suppression sur le BIS, par exemple, sont des événements qui méritent d'être rapportés parce qu'elles vont modifier le suivi post-opératoire des patients. Il va falloir renforcer ce suivi parce que ces patients sont porteurs d'un risque du fait de leur comportement pendant l'anesthésie. Si on veut maintenant en résumer, il y a près de 300 champs qui sont définis par des jeux de valeurs associés. Ce rapport synthétique qui sera adapté aux exigences de traçabilité en vigueur, mais aussi celles qui ne manqueront pas de survenir, en particulier sur les dispositifs médicaux, et on pourra en parler pendant la discussion. Et grosso modo, ces dossiers d'anesthésie vont être transférés dans le DPI juste après l'anesthésie et le passage en SSPI et pourront servir de document de transmission pour les infirmières en post-opératoire, mais ça servira aussi de transmission en ambulatoire pour les infirmières ou les médecins de ville, mais aussi au décours de l'hospitalisation classique dans la feuille de liaison. Dernier point, la traçabilité des constats et des difficultés des événements indésirables. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important parce qu'en général, quand ça arrive une fois, souvent ça arrive deux fois à l'anesthésie suivante et ce risque ne peut pas être négligé. Suivante. On va arriver au moment d'échange. Jean-Louis, Thierry. Moi, je veux bien répondre à l'historique des remboursements et au dossier pharmaceutique. Vas-y, je t'en prie. Je suis un utilisateur des deux outils. L'historique des remboursements existe, je reconnais. Yvon Merlière est présent et il connaît mon avis sur l'historique des remboursements. L'historique des remboursements ne présente pas la totalité des médicaments. Alors, je parle pas spécialement des automédications, mais des médicaments non remboursés. Le côté contraception, tabac est porteur de cardiopathie ischémique et dans l'historique des remboursements, on passe complètement à côté de certaines contraceptions. Donc l'historique des remboursements est un outil, très bien, je remets pas en question, mais c'est vrai qu'il présente quelques carences, ne serait-ce que par sa définition. Le dossier pharmaceutique, je l'utilise aussi au quotidien. Il est beaucoup plus exhaustif, présente encore aussi des carences, mais qui sont, moins importantes que celles de l'historique des remboursements. Et très sincèrement, je préfère utiliser le dossier pharmaceutique que j'utilise depuis décembre 2013 et que nous utilisons depuis décembre 2013 au bénéfice de l'historique des remboursements. Voilà. Alors, il y a quelques questions qui sont en train d'arriver. Je vois. Spécifiquement pour toi, Jean-Louis. Je ne sais pas si tu la vois dans le chat. Alors, concernant les scores, alors pour l'instant, on a limité les scores à ceux qui sont nationalement parfaitement bien reconnus, c'est-à-dire le GIR et le score de fragilité. Il y a le Duke aussi. Et le Duke. Ouais, on est mis. Si vous voulez découvrir le score de fragilité, il y a un numéro spécial qui a été fait dans l'anesthésie analgésia au mois de juillet. On n'est pas rentré dans les détails des scores de cardio, de pneumo, etc., parce que ce genre de choses, ce genre de scores vont être abordés avec les spécialités concernées pour que ces scores soient partagés par la cardio, par exemple, et par l'anesthésie. Donc, ceci va être développé au fil de l'eau lorsqu'on aura pris contact avec nos collègues d'autres spécialités.
Il y a plusieurs autres questions qui sont en train d'arriver. J'ai des remerciements de Patrick Blanchet, Oui, j'ai vu effectivement, sur Patrick la qui nous a dit. Ouais. structuration des données Ouais. récupérables. Donc oui, l'idée, ça rejoint encore. Bon, il y a un petit sondage qui est en train de tourner aussi, a priori, qui a été lancé sur qui utilise le DMP en consultation d'anesthésie. Mais je sais pas, puisque nous, on a créé le premier document qui va être spécifique à l'anesthésie pour le DMP. Donc, on espère qu'à l'avenir, vous l'utiliserez tous. Donc, est-ce qu'il est accessible via le DMP au patient, dans son DMP pour le patient, monsieur, c'est le docteur Lucas qui demande ça. Oui, tous les documents qui sont indentés dans le DMP sont accessibles principalement par le patient et puis aussi par les praticiens qui ont vocation à être dans le cercle de soins du patient, bien sûr. Première question, d'abord je salue Jacques Lucas au passage. Est-ce qu'on peut élargir la question sur l'informatisation? Parce qu'on pourrait demander également combien il y a de services d'anesthésie-réanimation en France qui sont à l'heure actuelle informatisés. Est-ce qu'on a des données là-dessus sur les feuilles d'information et sur la consultation d'anesthésie? Alors, combien de services d'anesthésie aujourd'hui? Je serais incapable de vous donner l'information. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nos confrères de la CNAM, de l'assurance maladie, comme je l'avais évoqué précédemment dans le cadre de Ma Santé 2022 et dans les priorités qui ont été définies par ce financement Ségur, on a le DMP qui fait partie du lot. On a effectivement des fonds qui sont dédiés exclusivement donc pour les connexions. Il y a déjà bon nombre de connexions de CHU, mais aussi d'établissements qui ont été faites et qui sont en cours d'être faites avec le DMP. Donc tout ça a vocation à s'accélérer. Donc d'une part grâce à cette feuille de route, mais aussi grâce au travail terrain qui est effectué au quotidien par l'assurance maladie. Donc je sais pas pour l'anesthésie-réanimation, je suis incapable de vous le dire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont en cours de raccordement ou qui sont déjà raccordés. Alors, il y a une étude qui vient de sortir dans le Canadien qui a été faite par les Lyonnais et qui détaille l'équipement informatique des services d'anesthésie en fonction de leur type d'exercice. Et vous aurez les détails dans ce papier. Si vous faites Frédéric Aubrin, Canadian, juillet, vous l'aurez. Bon, sans surprise, les ESPIC sont mieux informatisés que les hôpitaux publics et que les hôpitaux privés à but lucratif. Alors ce qui se passe à ce niveau-là, je veux dire le seul. Alors, il y a une base de données nationale qui s'appelle OSIS, qui est tenue par la DGOS, dans lequel c'est du déclaratif où les établissements déclarent ce qu'ils ont comme système d'information et sur quel outil. Je rejoins Jean-Louis sur une analyse, c'est que beaucoup de privés sont informatisés et ce depuis plus d'une décennie. Les ESPIC aussi. Pourquoi? Parce qu'en définitive, la gouvernance, de l'installation d'un système d'information peut être libre. Moi, j'ai connu au CHU de Bordeaux des équipes d'anesthésie qui s'étaient elles-mêmes informatisées au sein même, alors bon, le numérique me paraît être beaucoup plus présent en anesthésie que sur d'autres spécialités. Nous, quelque part, le numérique, c'est un peu la mémoire de nos patients lorsqu'ils reviennent. Et nous, on avait commencé à numériser nos consultations en 97. Et je crois qu'on n'était pas dans les premiers. Voilà. Isabelle Gibaud qui demande comment tu utilises le dossier pharmaceutique, Thierry. Alors, le dossier pharmaceutique avait présenté il y a plusieurs années, il y a 4 ou 5 ans de ça, un peu plus, voire même, une interopérabilité avec les systèmes d'information. Un seul système d'information avait implémenté cette interopérabilité. C'était OPSIM, qui avait un logiciel d'anesthésie. Je crois que ça a été racheté mais au risque de dire une bêtise, peut-être Dédalus, mais je suis pas très sûr. Donc, il est interopérable depuis des années et des années. Il est plus souhaitable de ne pas ressaisir parce que le risque d'erreur à la ressaisie est majeur. Même lors de la saisie en direct, le risque on a de gros risques. Moi, je l'utilise en parallèle. Alors, ce que je fais, c'est le plus souvent, c'est que je télécharge le PDF. Moi, ça me permet, je le fais presque en double aveugle. Je demande au patient quel est son traitement et je consulte après son DP et j'importe le PDF dans mon système d'information. Voilà. Aujourd'hui, l'interopérabilité est possible. Les éditeurs
n'ont pas souhaité, je pense, implémenter ce dossier pharmaceutique parce qu'ils savaient pas trop sur quel axe on partait. Bon, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Voilà. Le dossier pharmaceutique me sert tous les jours. Alors allez, dans 10% des cas, je récupère une petite erreur, voire une grosse erreur. Voilà. Ensuite, on a une question qui est, je comprends bien, les booléens sont un référentiel SIM10. Quels sont les codes SIM10 minimalistes pour s'interconnecter au DMP? Alors, pas de code SIM10 pour l'interconnexion au DMP. Par contre, pour la structuration des données qui sont contenues dans les deux volets qui ont été réalisés avec l'ASFAR et la NS, ce qu'on appelait jeu de valeur précédemment, et donc toutes les données qu'a pu citer Jean-Louis sur la présentation donc du CR d'anesthésie, le deuxième document, sont effectivement codées à partir des termes qui sont issus de la classification internationale des maladies dans sa version 10. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ensuite, on a le DMP contient-il les posologies et dosages des médicaments, mais je crois qu'on a Yvon qui est déjà intervenu à ce niveau-là, si je ne me trompe pas. J'ai répondu aussi. Voilà. Ensuite, on avait une question sur informatisation, ni la CPA, ni le Perron SSPI, prescription sur le logiciel central de l'établissement. Il y en a un de vous qui peut répondre là-dessus. Attends, je cherche la question là, je la vois pas. C'est Jean Dolo. Jean Dolo. Entre-temps, je Jean Dolo, l'informatisation. Ouais. Ni la CPA, ni. C'est vrai que l'informatisation, c'est un peu, ça rejoint un peu la question de l'informatisation des différents services d'anesthésie et réanimation, quoi. Ouais. Il va falloir faire un effort de ce point de vue-là pour pouvoir bénéficier du DMP, si j'ai bien compris. Hein. C'est-à-dire que, si j'ai compris, on aura que la consultation. Moi, par exemple, dans mon établissement, il y a que la consultation d'anesthésie qui est informatisée. La feuille d'anesthésie et la SSPI ne sont pas encore informatisées. Donc, il va falloir. Moi, j'ai déjà discuté pour faire avancer tout ça. Le problème, c'est de trouver les bons logiciels, etc. Enfin, ça nous emmène dans des discussions qui n'en finissent pas. Mais j'espère qu'on va s'améliorer de ce point de vue-là, hein, parce que au niveau des médicaments, c'est compliqué, c'est sûr. On n'a pas les mêmes logiciels, c'est pas toujours satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors oui, il y a un grand travail dessus. Pense, oui. Je rejoins là-dessus. Aujourd'hui, bon, il y a cette volonté. Déjà, d'une part, comme j'évoquais tout à l'heure, je pense que Jean-Baptiste Lapéry doit être parmi nous, mais il y a un grand travail au niveau de la DNS sur l'opposabilité justement des référentiels, qui constitueront tout du moins le socle ou tout du moins la base qu'on ne pourra plus éviter pour le développement donc de toutes les solutions qui auront vocation à être utilisées dans le cadre du sanitaire et du médico-social. Donc des règles seront posées sur la structuration des données pour favoriser, pas uniquement la structuration des données, mais aussi sur l'utilisation des différentes normes et standards pour ces échanges. Et ça aura vocation, effectivement, à homogénéiser un peu l'ensemble. Donc, ça, c'est le travail qui est en cours. Ensuite, je vais reprendre quand même une question de Vincent Collange qui demande si on a travaillé avec les bases NOMED. Alors non, on n'a pas travaillé avec les bases NOMED et c'est pas parce qu'on ne les connaît pas, pour être franc. C'est parce que ça fait plusieurs années qu'on fait des études sur la terminologie SNOMED au niveau du ministère. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est contrairement aux terminologies de l'OMS, c'est une terminologie qui est payante et qui a vocation donc à engager l'État français sur plusieurs années et il se pose encore quelques questions juridiques à ce niveau-là sur tout du moins la propriété des données qui pourront être codées via cette terminologie au niveau national. Et donc, non, on connaît très bien la possibilité du codage en SNOMED. On sait très bien que les pays anglo-saxons et pas uniquement l'utilisent aujourd'hui de façon native. Et certains pays européens aussi, pour être franc. On n'a pas encore utilisé cette SNOMED, tout du moins dans sa forme CT. On l'a bien étudié. Et d'ailleurs, je vous invite à ce sujet à aller sur le site de l'ANS, puisque une étude a été publiée dernièrement par nos équipes des affaires médicales et par le Centre de gestion de terminologie de santé au sujet de cette SNOMED. Donc, je vous invite à aller consulter donc cette étude qui a été faite par mes collègues. Il y a deux questions que je pourrais répondre là.
Ouais, je suis en train de descendre. Je vois que ça arrive en continu. J'essaye d'en attraper quelques-unes. J'ai le DMP et le groupe sanguin. Alors, le groupe sanguin, nous, on l'a intégré à notre consultation d'anesthésie. Et pour répondre d'une manière tout à fait globale, qui serait relativement intéressante, ce qui évite les redondances, je connais certaines personnes qui travaillent dans des agences qui, malgré elles, ont eu 3 quarts de groupe sanguin avec 2 déterminations de fait, totalement inutiles. Si on provisionnait annuellement les cartes de groupe sanguin que l'on fait en médical et chirurgical, on arrivera à provisionner 1 demi-milliard d'euros. Donc, c'est peut-être intéressant de pouvoir quand même les garder plutôt que de les refaire. Et en ce qui concerne le dosage et la posologie, justement, on disait que la SFAR va travailler avec la SFPC et d'autres organismes pour pouvoir intégrer le médicament. Et l'objectif, c'est de pouvoir intégrer le médicament, le bon dosage et la posologie. Mais il faut laisser le temps au temps. D'accord, voilà. Entre le perfectionnisme et le perfectionnement, on a choisi le perfectionnement pour être sûr d'avancer à petits pas. Mais d'avancer. Je peux intervenir, Nemanja? Oui, je t'en prie. Sur toutes les questions. En fait, dosage, pas dosage, groupe sanguin, pas groupe sanguin. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le DMP, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez concernant le patient. Il y a des documents, en tout cas, il y a une tête de chapitre par élément. En particulier, vous pouvez mettre la prescription que vous faites pour votre patient, la prescription de médicaments, votre feuille complète, avec la posologie et le dosage. C'est pas interdit et ce document elle peut aller dans le DMP. Simplement, on sait très bien que c'est compliqué à demander à tout le monde, à tous les médecins de mettre toute l'information. Donc, en fait, on a un résumé. Donc, le premier résumé, effectivement, c'est, comme le rappelait Jean-Michel Lemaitre tout à l'heure, le volet de synthèse médicale et que vous, anesthésie, vous les complétez par votre partie. Et dans le volet de synthèse médicale, vous pouvez mettre le groupe sanguin du patient. Et donc, le volet de synthèse médicale, il décrit exactement le patient. Moi, personnellement, j'ai mis ma carte de groupe sanguin dans le document, je l'ai téléchargé et j'ai mis dans mes documents. Concernant le médicament, pour éviter de demander à tous les médecins des gestes complémentaires, même si dans le volet de synthèse médicale, il y a une partie traitement, donc avec les médicaments, on a mis de façon automatique l'historique de remboursement, donc remboursé par l'assurance maladie dans le DMP. Mais compte tenu des informations que nous avons pour le remboursement, nous n'avons que le dosage du médicament et pas la posologie parce que personne à la Sécu ne va saisir les posologies des patients pour chaque médicament. Donc, c'est une information automatique qui est mise comme ça. En revanche, si vous voulez vous mettre la posologie et le dosage de chaque médicament, soit vous le mettez dans le volet de synthèse médicale et ça parle dans le DMP, soit vous faites votre ordonnance et vous envoyez dans la caisse qu'il faut du DMP l'ordonnance en particulier, mais il n'y a pas d'interdiction particulière. On avait quelqu'un qui avait levé la main. Je vous laisse prendre la parole. Allô, allô. Enfin, moi, il faut que le système soit simple, si je peux me permettre en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire que si les choses peuvent être implantées, moi j'imagine que peut-être, mais dites-moi arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais si la carte de groupe s'implante automatiquement à partir du laboratoire, je serais plus rassuré que si c'est le patient lui-même qui remplit sa carte de groupe. Il va falloir qu'on vérifie. Alors donc, il y a des choses quand même sur lesquelles il faut évoluer. On ne va pas rentrer 36 fois les mêmes choses dans 36 documents différents parce qu'à un moment, on en a marre, quoi. Donc, il faut simplifier. Si on veut que ça fonctionne, tout ça, je pense, hein, c'est mon point de vue, il faut simplifier la tâche aux médecins. Plus il y aura de temps médical, moins il y aura de temps d'écriture, et ben plus on gagnera en temps médical. Donc, il y a vraiment là quelque chose, il faut aller chercher à droite, à gauche les informations, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ça vienne, qu'on ait quelque chose de synthétique
et que ça vienne automatiquement, de préférence à partir de quelque chose d'officiel. Le laboratoire, on peut considérer que c'est officiel. En plus, s'il se trompe, il aura à répondre de son erreur. Le patient, c'est compliqué de lui demander, encore une fois, de rentrer les choses lui-même. Donc, juste ce petit bémol sur ce qui vient d'être dit, si je peux me permettre. Non, aucun souci. Et c'est la vocation du DMP est justement de faciliter en permettant l'agrégat donc de toutes les informations et tout en permettant le partage entre les différentes disciplines médicales, mais pas uniquement. Et donc oui, moi je comprends effectivement aujourd'hui, oui, c'est difficile, ouais, ça fonctionne pas très bien, etc. Mais c'est une question faut se rappeler quelque chose. La e-santé, comme elle a été structurée aujourd'hui, ça fait moins de 10 ans qu'on est dessus. Et aujourd'hui, oui, la biologie est un des sujets prioritaires du Ségur. Et je le rappelle encore, il y a beaucoup de services qui doivent se mettre en place pour vous faciliter la vie. Et ça aussi, c'est pris en compte par cette feuille de route. Typiquement, je peux comprendre que c'est difficile de se connecter avec une CPS, de devoir saisir son code PIN constamment, d'avoir des problèmes d'identifiant. Pas avoir d'identifiant unique pour son patient, eh bien tout ça est déjà inclus en fait dans ces feuilles de route. On a vocation à déployer très rapidement l'identifiant national de santé pour identifier nos patients de façon unitaire. On a effectivement aussi les travaux qui sont en cours et qui ont bien abouti dans certaines régions sur la ICPS. On a aussi le service de la CNAM qui travaille sur la e-Vital. Donc tout ça est petit à petit en train de s'imbriquer. Il y a un travail qui est quand même nécessaire, et je tiens à le souligner, c'est vrai que là, on parle beaucoup de problématiques diverses et variées, mais tout ça, ça passe par une chose, c'est le travail de vous, professionnels de santé, mais aussi vous, éditeurs, mais aussi nous, national, aussi bien que territorial, de travailler ensemble pour pouvoir justement solutionner tout ça. Et une partie de ce travail passe par ce type de travaux qui a été fait par l'ASFAR, de se poser les bonnes questions, de trouver un consensus sur un set de données qui est utile, synthétique et qui permet justement de faciliter certains process. Et encore une fois, on est au début de toute cette aventure et l'idée c'est de continuer et de travailler ensemble, de se concerter, de prendre le temps effectivement de regarder autour de nous ce qui est vraiment essentiel comme information. Et de faire ce travail faire ce travail consensuel. Voilà. Je tiens quand même à passer un petit bonjour à Emma. Merci pour ta question sur le DP interopérable. Je suis d'accord avec toi. Sans base de données médicaments, gros sujet les bases de données médicaments. Je sais pas si c'est le bon moment d'en parler. On risque d'y passer du temps. Je suis tout cœur avec toi. Voilà, je suis tout cœur avec toi, Emma. Content de te croiser. Voilà. Derrière, on parle beaucoup oui, il y a beaucoup de données qui sont renseignées à la main. Comment on fait en anesthésie réa, etc. C'est un peu notre volet. Alors, beaucoup de données sont renseignées à la main. Lors du colloque singulier, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, on a parfois des problèmes d'évaluation du patient, ne serait-ce que par le colloque singulier, avec le patient qui omet ou qui méconnaît. C'est un peu l'origine de ce projet, trouve son origine à ce niveau-là. C'est très souvent la co-construction pluriprofessionnelle au sein d'un établissement qui nous permet de conforter notre dossier avec l'historique de nos collègues ou les évaluations secondaires. À un moment donné, il y a de la saisie. Ça va finir par disparaître. Je rejoins de toute façon ce que disait Hervé Boisise là sur le fait qu'il faut pas nous charger. Nous, on est là pour faire de la clinique, on n'est pas là pour faire de la gestion documentaire de bureautique. Au même titre que la ressaisie des postologies et autres, il nous faut le risque de saisie médicamenteux. Il y a un événement grave qui s'était produit sur une saisie médicamenteuse chez un gynéco en ambulatoire. Il faut faire très attention. Donc, au moins, on aura de saisie manuelle. Si ce n'est que de temps en temps, il faudra peut-être saisir un choc anaphylactique grave au médicament A, au médicament B. À un moment donné, comme je disais, le numérique n'est pas une fin en soi. C'est des femmes et des hommes qui soignent. Hein. Donc, il y aura quand même une saisie possible. Mais je pense qu'il faut, dès lors que l'on peut automatiser, sécuriser l'envoi, il y a une pharmacienne de Nancy, je crois, oui, Nancy ou Strasbourg, je sais plus, qui me disait cette semaine,
avoir une erreur médicamenteuse dramatique sur un monsieur parce qu'ils avaient amené le pochon et c'était le pochon de madame. Il n'y avait pas l'ordonnance, mais c'était tous les médicaments de madame. Voilà, par exemple. Hein. On en est pas loin de la saisie. Bon, voilà. Ouais, Alors, je voudrais faire un commentaire sur la bonne question qu'a posée Bernard Tria vers 15 heures sur les critères qui ont guidé la sélection des données intégrées à ce recueil. Valeur ajoutée, réutilisabilité, facilité, difficulté de recueil, fiabilité. Ça, c'est un point essentiel. Pour l'instant, nous, on s'est basé dans l'optique d'un process anesthésique généraliste qui puisse toucher l'ensemble des spécialités chirurgicales et interventionnelles. On s'est basé aussi un petit peu dans un dossier, par rapport au volet de synthèse médicale dont on parlait tout à l'heure. Théoriquement, on doit pouvoir répondre pour la plupart des cas oui/non, en sachant qu'on identifie un problème, on ne le caractérise pas forcément, mais au moins on l'identifie. Et c'est au niveau des commentaires, au niveau des documents qui seront liés, et là, je pense qu'il y aura un effort pour lier de façon facilement accessible ces documents, mais ça sera aussi aux autres spécialités à nous donner aussi cette vision synthétique des antécédents, des différentes pathologies qui permettent à chacun de se faire une idée sans avoir à feuilleter un dossier de 300 pages qui est devenu illisible. Et c'est cette espèce d'organisation de l'information médicale qui me paraît essentielle dans ce contexte. On va prendre deux dernières... Au plus compliqué. Puis, bien sûr que pour les cas exceptionnels, on va se référer à des documents liés et des commentaires, c'est évident. Et on se passera du manuscrit. Hein. À terme, on se passera du manuscrit. Très bien. Je vais juste prendre deux dernières questions et on va passer à la dernière partie parce que je suis en train de me faire tirer les oreilles par Sarah en me disant qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, la dernière question, c'est celle du docteur Lucas qui dit il y aura un volet d'anesthésie publié dans le DMP, quand bien même il n'y aura pas de mention de CR de l'acte qui a justifié l'anesthésie. Alors, si, dans notre volet, on référence l'acte qui a justifié l'anesthésie, mais effectivement, à proprement dit, il n'y a pas de document qui réfère à l'acte chirurgical lui-même intégrant l'anesthésie. Et encore une fois, je tiens à rappeler, ça fait 10 ans qu'on existe. On essaye de traiter, on n'a pas vocation à réussir à traiter tous les domaines médicaux et encore moins tous les documents qui pourraient émaner de la pratique médicale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une réflexion sur la production d'un outillage simple d'utilisation à vocation extérieure pour permettre justement à la communauté de se saisir de tous ces cas d'usage et de pouvoir les faire en conformité avec notre cadre d'interopérabilité. Et donc, l'idée de tout ça, c'est aussi de faire participer la communauté. On n'est pas uniquement les seuls maîtres couturiers donc de ces documents. La communauté a aussi vocation à le faire. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain et aussi qui émanent de la communauté qui sont très intéressantes. L'idée, c'est de les pousser encore une fois en rappel et en miroir à notre première mission qui est de réguler. Nous sommes des régulateurs, donc nous posons les tables de la loi de cette interopérabilité, mais nous n'avons pas vocation à être les seuls producteurs de cette interopérabilité. Comme je le disais encore une fois, c'est un travail qui doit être fait en concert avec tout l'écosystème, partant du praticien jusqu'à l'État. Et l'idée, c'est de vous donner aussi cet outillage, de vous le mettre à disposition pour que vous puissiez être vous-même producteur de ce type de solutions et aussi de documents. Voilà. Dernier point, et on passe à la troisième partie. On nous demande si les laboratoires de l'EFS injectent leurs résultats d'examen de biologie dans le DMP. Aujourd'hui, le compte-rendu de biologie a plutôt vocation effectivement à se positionner sur de la biologie, comment je pourrais dire, standard. L'idée, c'est d'améliorer tout ça. Il y a eu des discussions pendant un moment avec l'EFS sur ces traçabilités de poches de sang, etc. C'est des travaux qui ont pas vocation à finir dans l'abîme, hein, mais
et c'est toujours en discussion. Et je le rappelle encore une fois, il reste encore tellement de choses à faire. C'est dans les pipes. Je peux pas en dire plus. Voilà. Donc je cherche pas à être rassurant, je cherche juste à être factuel. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. On va passer à la. Mania, il y a juste une question moi, qui m'intéresse, je m'excuse, hein, mais j'en profite puisque je suis là. L'information, puis la réponse sera courte. L'information est-elle bidirectionnelle? C'est-à-dire que voilà, je vois un patient à Nancy, je remplis et ça, le dossier informatisé de la consultation, ça va dans son DMP, il va à Sarreguemines pour une raison X ou Y, et à Sarreguemines, est-ce qu'ils peuvent, eux, à partir du DMP, approvisionner leur dossier informatisé à partir de ce qu'il y a dans le DMP et puis modifier à c'est le but. Oui, l'idée, c'est ça. On est entièrement d'accord. L'objectif est justement de pouvoir récupérer toutes les informations possibles où qu'on se trouve, hein, que ce soit Dom-Tom comme Métropole. Et l'idée, c'est de pouvoir partager ces données. Et ça a été, et je tiens quand même à le rappeler encore une fois, hein, on a beau être très critique sur le DMP, ça reste une très belle réussite qui est très enviée par beaucoup de pays, beaucoup de pays, et notamment par nos confrères américains. Aussi, on peut s'imaginer qu'ils sont capables de faire plein de choses et peut-être d'être meilleurs que nous sur pas mal d'aspects. Et ben aujourd'hui, nous, notre DMP, c'est quelque chose qui les fait rêver au quotidien, parce qu'on est les seuls à avoir réussi à créer une infrastructure nationale de partage d'informations patients professionnels que eux n'arriveront peut-être jamais à établir, puisqu'ils sont très morcelés, que ça représente 50 États qui fonctionnent d'une façon complètement différente d'un État à un autre. Aujourd'hui, on a cette infrastructure et on peut en être fier. Certes, il y a des choses encore à faire autour, mais elle existe et il faut l'utiliser. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et pour finir sur ce que tu dis, Hervé. On va se faire tirer les oreilles, Thierry, si on passe pas à la partie. Oui, mais j'en ai pour 2 minutes. Ce projet, il est automatiquement, tu vas être client, à un moment donné, tu vas alimenter le DMP, mais il est logique que l'on soit, que l'on puisse être fourni aussi, hein. Hein, ça, il n'est pas question, si tu veux, l'intérêt, c'est de pouvoir passer d'un écosystème, on va dire, de multiples écosystèmes en silo à un écosystème national. On a gagné en qualité à capitaliser les données de nos patients, si ce n'est que nos patients, mais pour des raisons X ou Y, mais ils vont aller passer Noël à 200 km de la maison, quoi. Voilà. C'est parti pour la troisième partie. Merci Thierry. Hop. Alors, dernière partie, bilan et perspective. Et là, je te laisse la main, Thierry, pour faire une petite synthèse du bilan voilà, donc j'en reviens donc sur le bilan de la démarche, comme je disais. Bon, là, ça suit ce que je viens de dire à Hervé Boisis. On va passer d'un écosystème d'anesthésie en silo via un écosystème national dans lequel on va alimenter le DMP, mais le DMP alimentera aussi celui qui va consulter. Et ce, normalement, avec la meilleure ergonomie, la meilleure affordance, c'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on ait une usine à gaz ou pour envoyer ou pour recevoir. Voilà. Et on va passer quelque part. Aujourd'hui, on passe très souvent, on est sur des prises en charge ponctuelles de l'épisode de soins à un parcours de santé avec une capitalisation des données. Voilà. Ça, pour ma part, c'est un peu voilà. L'objectif principal de ce dossier, c'est d'améliorer la sécurité du patient. Et nous, en anesthésie, on peut pas se rater, on peut pas s'amuser à faire les choses à moitié. Alors, ceci est obtenu en facilitant l'accès aux données essentielles, qui sont les antécédents, les traitements, les résultats biologiques, les événements marquants périopératoires, qu'ils soient organiques, techniques, pharmacologiques. Voilà. L'usage des systèmes d'information ont amélioré et ont prouvé qu'ils amélioraient la traçabilité des données et des prises en charge des patients, et de nombreuses études de l'HAS l'ont prouvé. Alors, ce volet préopératoire synthétique préfigure la synthèse médicale. Effectivement, ça a été dit, nous on l'avait déjà identifié, mais elle est indispensable à chaque consultation d'anesthésie, on est obligé de la refaire. Et il est dommage, alors simplement pour donner un peu de contexte à cette histoire, pour un patient que j'avais vu, à qui j'avais dit, écoutez, on pourra pas vous prendre en charge, a décidé d'être pris en charge ailleurs sans prévenir, et celui qui l'a pris en charge en aval ne savait pas du tout ce qu'il avait. Et je peux vous dire, ça a été la catastrophe. Ce que je lui avais dit est arrivé. Donc, ce dernier est consultable. Ce dossier est consultable par l'ensemble des professionnels habilités. On va dire, c'est les anesthésistes, les IDE,
D'un autre côté, au niveau du périopératoire, je peux vous dire que moi, ça me gênerait pas que le SAMU puisse regarder un patient qui est difficilement intubable, parce que s'il va chercher quelqu'un au fond d'un fossé, il sera peut-être content de savoir comment il faut faire. L'utilisation d'une sémantique adaptée, et grand merci à l'ANS, rend lisible le dossier par tous les professionnels de l'Hexagone, et on s'acculture une certaine, on s'acculture un mode de partage en dehors des spécificités. Il y en a qui vont faire de la pédiatrie, d'autres de la néonate, d'autres de l'obstétrique, mais bon, sorti de là, le dossier est quand même bien structuré. Le volet péropératoire résume la prise en charge. Alors attention, parce que il y a 300 items. Ces items, le volet préopératoire va résumer et intégrera uniquement les éléments et les événements marquants de manière structurée. Donc la communication directe de ces événements appuiera la justification, parfois de certaines modifications de traitement ou renforcement de la surveillance. Voilà. Les modifications sont accessibles dès la sortie de la salle de réveil par les équipes hospitalières et aussi par les équipes d'aval en extra-hospitalier. La traçabilité des difficultés des phases d'anesthésie pratiquées et tracées en temps réel par l'équipe permet aux professionnels qui prendront en charge le patient en aval dans un autre secteur, comme disait Hervé, Nancy Sarreguemines, de savoir exactement tout ce qui s'est passé, voilà. Alors, une meilleure accessibilité, traçabilité des informations opératoire pour tous les praticiens, une réduction des redondances. Quelque part, si je suis assuré d'avoir un patient qui a une bonne évaluation cardio quelques mois avant, 2-3 mois avant, qu'il n'ait pas du bassin, est-ce que je le ferai évaluer si j'ai une évaluation faite par un professionnel en amont? Non. Si je l'ai pas, je le ferai. Donc, je peux vous dire, c'est effectivement, il y a un certain nombre de redondances, et ces redondances-là ont la particularité de temps en temps, quand on décide d'ajouter une complémentarité d'évaluation, automatiquement, on retarde l'intervention, on retarde la prise en charge, voilà. Alors, l'exhaustivité, on la recherche. Il faut rechercher un renforcement de l'exhaustivité des données recueillies en pluriprofessionnel par capitalisation sur le parcours de santé. Pour moi, c'est un parcours de santé. On tombe plus sur le parcours de soins au ponctuel, comme on faisait il y a 30 ans et comme on continue à faire un peu quand même. Et on aura une meilleure exécution des procédures sécuritaires et automatiquement, je veux dire, dès lors qu'on aura tous les éléments à notre disposition, les algorithmes décisionnels correspondront tout à fait, voilà. Alors, pour moi, cette dynamique numérique du volet d'anesthésie s'inscrit sur une démarche coordonnée, interprofessionnelle, sans unité de lieu. Et ce projet propose un changement opérationnel, convertissant les présentations actuelles centrées sur l'épisode de soins sur un parcours de santé. Voilà. Super. Je peux passer la main à Jean-Louis pour conclure. Vas-y. Ouais. C'est parti. Voilà. Donc, les prochaines étapes, ça va être, comme on l'a dit tout à l'heure, d'adjoindre au DMP d'autres spécialités. Donc, le pressenti, ça va être l'obstétrique. Ça sera aussi les urgences, parce qu'on voit bien qu'un dossier de ce type-là peut être extrêmement utile dans la prise en charge des patients en urgence et aux urgences. Ensuite, il faut poursuivre des travaux sur la démarche d'urbanisation, ça c'est clair, et ça va être fait, c'est indispensable. C'est le début d'un projet, et bien sûr qu'il va falloir que ça s'améliore, bien sûr qu'il va falloir le compléter, et ça va se faire par itération, en particulier parce qu'on va intégrer les autres spécialités. Et puis aussi, on va faire vivre les standards et les liens qui rendent ces items interopérables avec, moi je l'espère le plus tôt possible, la cible 11 et bien sûr, comme on l'a cité tout à l'heure, FHIR. Et puis aussi pour le futur, ça va être l'exploitation des données. Pour l'instant, on a fait coller le DMP aux soins du patient. Mais toutes ces datas vont pouvoir être exploitées à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça va être des études de cohorte individualisées par établissement. Et ça, c'est essentiel pour faire des EPP. À partir du moment où on saisit de façon prospective, standardiser les scores de douleur, où on saisit les antalgiques, eh bien, on peut suivre les démarches d'amélioration de la prise en charge de la douleur post-opératoire.
De la même façon, on a maintenant une mortalité d'origine anesthésique qui est extrêmement faible, et c'est que la collection d'un grand nombre d'actes qui permet de détecter des événements rares ou des comportements extrêmes du patient et de progresser dans ce contexte. Le deuxième aspect, c'est bien sûr l'intégration dans le Health Data Hub. Donc ça, c'est une démarche européenne de collection des datas. Et comme les datas de l'anesthésie sont assez bien standardisées, je pense que nos données peuvent parfaitement bien correspondre à la démarche d'analyse à travers ce Health Data Hub. L'énorme avantage aussi, c'est qu'on fait actuellement un travail sur la correction des valeurs erronées et que la qualité des bases telles qu'on a pu le faire, en particulier avec l'hôpital Foch, montre que les bases d'anesthésie sont dans l'ensemble très très propres. Troisième aspect, c'est la mise à disposition des indicateurs pour la HAS. Et on a déjà eu des contacts avec eux à 2 reprises et on va continuer à en avoir parce que là aussi, on peut mettre en évidence, ne serait-ce que pour la certification, un certain nombre d'actions d'amélioration qui pourraient être parfaitement faire partie des indicateurs et au-delà des indicateurs qui sont proposés actuellement. Et puis, pour encore un peu plus loin, ça va être des outils de la décision à développer. Il est clair que souvent, lorsqu'on développe des algorithmes de prise en charge, ce qui manque après, c'est d'avoir le résultat. Est-ce que ma nouvelle procédure, mon nouveau type de soin a amélioré l'état de mon patient? Est-ce que, parce que j'ai identifié un certain nombre de patients qui ont un comportement différent des autres, je vais pouvoir les identifier et puis améliorer la qualité globale des soins? Bon, ça, c'est une perspective qui pourrait être faite ultérieurement à partir de ce type de démarche et c'est certainement quelque chose d'éminemment intéressant. Voilà. Super, merci Jean-Louis. On arrive à la phase questions-réponses de cette dernière partie. On a quelques questions qui viennent de sortir sur le chat. Ouais. Alors, il y en a une à laquelle je peux répondre très rapidement et qui est facile, qui peut être mutualisée pour le coup. C'est celle de Jérôme Bourreau et de V. Billard. Alors, très simplement, pourquoi je peux répondre d'un seul trait? Parce que l'accessibilité, en fait, typiquement au DMP, est très régulée. Dans le sens, on peut pas accéder si facilement que ça au DMP de quelqu'un. Du moins, le patient, dans un premier temps, désigne qui a le droit d'accéder à ces données et qui a le droit d'alimenter des données pour lui. Donc, ça répond dans un premier temps à la question de Monsieur Bourreau qui pose la question de savoir, quand on est éditeur, comment on fait pour aller chercher des informations dans le DMP. Et là, très simplement, vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'éditeur, aller chercher des informations dans le DMP. C'est très simple. Pourquoi? Parce que c'est une question de protection des données. On ne donne pas accès si facilement aux données qui sont dedans. Donc, pour ce côté-là, ça va être difficile de votre côté d'aller chercher effectivement les données dedans. Pourquoi ça répond aussi dans un deuxième temps à la question de Monsieur Billard? Parce que ça, tout simplement, tous ceux qui accèdent à ce fameux DMP sont effectivement enregistrés. Alors, c'est-à-dire, quand vous me posez la question, si quelqu'un renseigne qu'un patient est facile à intuber et que moi, j'arrive pas à l'intuber 8 jours après et que le bonhomme meurt, qui est responsable? Très simplement, celui qui a émis le document dans lequel était notifié une intubation facile. Ça, c'est tracé. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un document est poussé dans le DMP par un professionnel de santé, son identité complète est renseignée ainsi que son RPPS qui l'identifie plus particulièrement. Donc, on a une traçabilité complète aussi bien, ce qui est assez logique, du patient, mais aussi de tous les intervenants ou de personnes poussant les documents à l'intérieur du DMP. Donc, cette traçabilité est complète et adossée effectivement sur les annuaires qui sont maintenus et produits par l'ANS. Donc, conformément à la création des CPS et futurs, pas uniquement CPS, mais CPX au sens très large, et demain aussi pour le référencement donc de nos confrères et collaborateurs du secteur médico-social. Voilà. Après, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de suivre les autres questions. Est-ce qu'on a quelque chose encore en dessous? Ah, Madame Gibault. L'évolution vers Payer devait être intéressante pour permettre de nouvelles architectures et surtout le développement d'outils d'aide à la décision.
Les indicateurs seraient également très faciles à mettre en place en Fire. La notion de bilan de médication réalisé à l'entrée de l'établissement peut également être très intéressant. Oui, alors, encore une fois, je le rappelle, j'ai été très succinct sur le côté interopérabilité tout au début. Oui, le CDA, c'est un document en soi. Fire sont des ressources. Alors moi, j'aime beaucoup expliquer ça avec le schéma des Lego. Peut-être que je fais partie de cette génération de jeunes quarantenaires qui a passé beaucoup de temps là-dessus, mais c'est ce qui résume pour moi la meilleure façon en fait d'expliquer la notion de Fire. Oui, je suis d'accord avec vous. Ces histoires de petits Lego où on peut remplacer une brique par une autre brique, ou tout du moins mettre à jour des toutes petites briques sans avoir à modifier tout un document entier, sera effectivement un bénéfice intéressant, notamment dans le cadre de notre sujet actuel de l'anesthésie, mais aussi dans le cadre du bilan de médication, ça c'est certain, et aussi pour le traitement des données. En pratique, vous trouvez une boîte à outils afin de mettre de structures et comptes rendus formatés dans les champs items que vous avez retenus. Alors, la boîte à outils, pour Monsieur Hervé Menu, la boîte à outils aujourd'hui, elle est en cours de construction. Je pourrais en parler. Je pense que c'est évoqué dans le webinaire d'interopérabilité, tout du moins je l'espère. Cette boîte à outils est en train d'être formalisée, donc encore une fois par l'Agence du numérique en santé. Aujourd'hui, la boîte à outils, elle se résume à 2 documents. Un premier document qui est la structuration minimale des données de santé, qui, elle, structure tous les éléments de métadonnées qu'on évoque depuis tout à l'heure, l'identification des PS, des structures, des patients. Et le deuxième document qui est plus proche de votre demande, c'est le modèle de contenu CDA. Et là, oui, vous allez retrouver toutes ces fameuses petites briques qui permettent de structurer un bon nombre de documents médicaux. Et ils sont disponibles, les 2 sont disponibles sur le site de l'ANS. Et typiquement, à partir du document modèle de contenu CDA, vous seriez capable de reconstituer un document médical qui pourrait faire autre chose que de l'anesthésie-réanimation. Voilà. C'est à partir de ce document qu'on peut faire ça. Et derrière, pour compléter un peu la boucle, l'idée, c'est qu'une fois que vous constituez ce document à partir de ces briques-là, mais il y a des services qui ont été mis en place depuis le 15 octobre, novembre. On a un service de test en ligne qui est basé aussi sur un outillage pas produit cette fois-ci uniquement par l'ANS, mais utilisé dans le cadre d'événements internationaux, qui s'appelle Gazelle, qui vous permet de vérifier la conformité de la construction de ces petites briques dans votre document. Je ne sais pas, est-ce que vous avez repéré des questions que vous vouliez répondre? Comme ça, moi, je vous laisse la main, le temps de regarder d'autres. Oui, je crois que il y a une question de projet sur les plateformes de GHT et la communication. Ben, oui, c'est une excellente idée. Je crois qu'il y a 2 façons de répondre à ça. D'une part, oui, on va échanger, c'est accessible et oui, il y aura des échanges. Et d'autre part, il y aura aussi des échanges de pratiques qui peuvent être faits en utilisant l'avantage d'avoir des données compatibles dans nos bases de données. De telle sorte que si on veut faire une étude particulière sur des maladies rares, on va pas forcément utiliser les ressources du MP directement, mais on aura déjà de l'information structurée qui permettra de créer des sous-bases avec déjà un niveau de compatibilité pour plein de choses. On aura l'INS, on aura déjà des données très solides qui permettent de consolider les bases. Nous, on en fait l'expérience actuellement dans différents hôpitaux où on arrive à se causer, on arrive à partager des informations de qualité et des informations simplement parce que elles sont sur le même format. Et je crois que ça va être un point à développer parce qu'on aura réussi à standardiser, à rendre interopérable notre langage indépendamment de l'outil spécifique là-dessus. La difficulté étant là-dedans, c'est quand même le côté médico-légal, le côté CNIL, parce que mélanger 2 bases de données, c'est extrêmement complexe du point de vue médico-légal. Et j'espère qu'il y aura des progrès de fait pour le rendre plus convivial et permettre de meilleurs échanges dans ce contexte. C'est une marge de progression à définir avec la CNIL, un de ces 4. Petite réponse à Monsieur Potro.
tu le permets, Thierry, je te laisse la main derrière. Vas-y. Je répondrai à Yvon aussi en même temps. Alors, Vas-y, je pense. il y a un planning de mise en place qui est prévu. Alors, la spécification qu'on évoque depuis tout à l'heure avec ce standard CDA qui regroupe donc les deux documents va être bientôt publié d'ici la fin de l'année sur le site de l'ANS. C'est là que je vous invite encore une fois à consulter donc ces spécifications qui sont bien sûr publiques, accessibles à tout le monde, accessibles sur le principe, vous pouvez les télécharger, les relire, les amender, et vous avez 3 mois pendant cette concertation publique pour faire tous les retours qui vous semblent intéressants sur ces documents, qui seront bien sûr traités et en fonction de leur pertinence pris en compte dans la spécification, qui elle sera publiée donc en version finale après ces 3 mois. Donc ça répond à ta question, Yvon. Alors, est-ce qu'il y a un planning de mise en place qui est prévu? Alors là, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, Jean-Louis, mais effectivement, on a déjà quelques candidats qui sont prévus pour l'intégration de ce volet. Là, je te laisse entièrement la main, Jean-Louis. C'est toi qui vois, tu veux pas en parler? Oui, non, mais au contraire, non, mais il y a un certain nombre d'établissements dont on sait qu'ils sont déjà informatisés. On l'avait vu avec Caen. Je sais que Lille, Hervé Menu, là, a déjà largement progressé là-dessus. On a eu des contacts récents, on en a eu au printemps. Et bien sûr qu'il va falloir qu'on travaille ensemble pour parfaire tout ça, pour améliorer la sémantique et pour aussi concourir à une meilleure cohérence. Et on a quelques mois pour faire ça avant la mise en routine définitive de cette affaire. Parce que pendant la mise au point, alors on essaye d'être le plus généraliste possible, mais pendant la mise au point, on n'a probablement pas envisagé la totalité, et même sûrement la totalité des situations critiques qu'il faut envisager dans ce contexte. Et on fera appel aux volontaires pour le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on va le faire pour l'obstétrique. C'est clair qu'il faut qu'il y ait un dossier commun obstétrique et anesthésie et que ce partage d'informations des données anesthésiques pour l'obstétricien et des données obstétricales pour l'anesthésiste est un point de sécurité majeur. Et cette interface entre les spécialités, ça va être quelque chose d'éminemment important. Et puis le dernier point là-dessus, c'est qu'on a commencé à travailler sur les événements marquants chirurgicaux ou opératoires, et ça va être aussi un point d'avancement majeur à faire avec nos collègues opérateurs. Là, il y a du job. Là, il y aura du boulot. Thierry, tu vas ajouter un dernier mot, puis on va passer à la conclusion, parce que sinon… Non, c'est bon, tout a été dit là. Non, je vais me c'est faire bon. tirer les oreilles. Tout à fait. Il y a Hervé quelque chose à dire. Hervé, ouais. Mais les sociétés savantes sont intéressées évidemment par le Health Data Hub et la possibilité de pouvoir aller prendre des informations et travailler à partir de ces informations pour en sortir des données qui sont scientifiquement robustes. Ça, c'est évident qu'on est intéressé par ça. Moi, ce qui m'inquiétait effectivement, c'est on a évoqué un peu l'interopérabilité, comment motiver les éditeurs. La même question, la réponse était très vague, dans le sens où il n'y a pas de plan vraiment qui soit incitatif que j'ai entendu de façon claire. De la même façon, les autres spécialités doivent se mettre dans ce DMP. Ça ne peut fonctionner que si c'est un socle qui, comme ça a été dit, qui réunit beaucoup de spécialités ensemble. Donc, il va falloir, si ce n'est pas encore clairement défini, qu'il y ait un plan de marche qui soit mis en place. Alors, on appellera ça une incitation si on veut, mais n'empêche que si on veut que ça fonctionne, il va falloir quand même pousser les gens à aller dans ces systèmes-là. Et c'est d'où l'importance de les rendre les plus conviviaux possibles, parce qu'on voit très bien les échecs qu'il y a avec l'informatisation à partir de logiciels qui ne sont pas conviviaux, pas adaptés au métier, etc. Et moi, je vous incite à faire très attention à ça, parce que c'est un tel projet tellement intéressant, ambitieux, que si on le met à mal parce que les praticiens ne vont pas faire en sorte que ce soit leur outil à eux, ça serait dommage. Voilà. Donc, j'insiste là-dessus, vous pouvez m'excuser.
Alors, je te rejoins totalement et il faut que ça réponde. Il est temps que les besoins métiers soient honorés, qu'on ne soit pas obligé de faire de la bureautique. Chacun son métier. On est des cliniciens, on est là pour faire de la santé et il est impératif que les outils répondent aux attentes des professionnels, à l'expression du besoin et qu'on ne soit pas obligé de se transformer subitement en informaticien. Voilà. Très bien. Merci pour ces mots de conclusion. Encore une fois, merci à tous d'avoir participé, d'être venus écouter ce qu'on avait à vous expliquer sur ce volet. On aurait encore pu en parler sûrement encore une bonne heure ensemble. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, nous restons bien sûr disponibles via mail. Vous pouvez nous contacter. On est là pour bien sûr répondre à toute autre question qui pourrait vous tomber à l'esprit à la suite de ce webinaire. On vous laisse aussi un petit lien qui vient d'être poussé par Sarah dans le chat. Si vous pouviez nous donner votre avis. Alors, peut-être que vous n'avez pas du tout aimé, peut-être que c'était quelque chose de très compliqué et pas convivial. Merci de nous le faire savoir. Si ça vous a plu, c'est aussi sympa pour nous. Voilà. Et bien sûr, on vous tiendra au courant de l'avancée du projet. Donc, aussi bien, on fera une communication lorsque toutes ces spécifications vont être incessamment sous peu mises en ligne. On vous invitera à aller en concertation et on sera là aussi pour les industriels, pour vous aider à l'intégration de ce référentiel. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous contacter. On est là, on répond. On reste pas juste derrière nos écrans pour vous parler de belles choses sans vous accompagner. On a vocation à être avec vous. Et encore une fois, c'est de la co-construction. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Voilà, c'est un peu le message de fin. On est un écosystème et on est tous là pour faire avancer ça le plus rapidement possible. Voilà. Merci encore une fois à tous. Merci Jean-Louis, merci Thierry, merci professeur. Merci aussi à tous les gens qu'on a évoqués, que ça soit Yvon et Yannick aussi qui nous a permis d'aboutir là-dessus. Et je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Merci, au revoir.